Urbex, dans un château abandonné au fin fond de la Garrigue. Alors j'imagine que vous entendez les cigales qui sont en train de vibrer avec ce beau soleil. Alors j'ai intitulé pendant cet épisode le château du pendu. Pourquoi le château du pendu? Parce que malheureusement il y a quelques années, de jeunes urbexeurs se trouvaient dans ces lieux et ont retrouvé un homme de 40 ans qui s'est pendu ici. Donc voilà, je ne vais pas donner plus d'indices du lieu bien entendu. Et on va partir à la découverte de ce grand château. C'est parti. Nous sommes à l'entrée de ce château, l'entrée justifiée. Alors, première chose qui est frappante, c'est que tout est fermé ou tout est muré, comme on peut le voir en face, notamment. Ensuite, on peut voir ici sûrement les anciennes armoiries du château. Et ensuite, on peut, si tu peux zoomer tout là-haut, on voit qu'au sommet des gouttières, alors ça me fait penser immédiatement un peu stupidement aux gargouilles de Notre-Dame de Paris, à Quasimodo, tout ça. Donc on peut voir qu'elles sont encore bien présentes. À chaque sommet de gouttière. Et on va à présent tenter de s'engouffrer dans la seule entrée qui est libre pour le moment. Et on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors nous venons de rentrer à l'instant dans le château. Et sincèrement, c'est un lieu qui n'est pas vraiment abîmé. On peut le voir derrière le petit fauteuil. Alors j'imagine bien sûr qu'il n'est pas d'époque. On va le tester. Ça va, les grosses fesses peuvent rester nickel dedans. On sent la fraîcheur du château, il fait vraiment bon dedans. Il faisait 28-29 degrés avant de rentrer. Là franchement il doit faire 20 petits degrés, on est vraiment bien. Les colonnes, quand on les touche, elles sont toutes fraîches. Et elles sont vraiment magnifiques. Et elles sont tout bonnement intactes. Alors suis-moi, il y en a encore ici. Sublime aussi peut-être les petites traces de brûlure. Voilà, celle-là aussi. Et donc ensuite il y a d'autres pièces. On peut voir à l'entrée. Alors est-ce que c'est je sais pas, c'est un petit peu partout dessus également. C'est pareil, c'est représenté aux quatre coins de la pièce. Et on va essayer, nous allons essayer de monter à l'étage, mais sincèrement, il y a
Il y a des peintures, il y a des dorures à l'étage au niveau du plafond qui sont, je sais pas si tu peux les voir. Tu les vois nickel? Bon, on montera de toute façon pour essayer de les avoir un peu plus près. Et qui sont vraiment intacts et magnifiques. Et on sent le lieu rempli d'histoire. Et là, juste ici, alors il y a un petit présentoir. Alors je ne sais pas ce que ça représente ici. Peut-être qu'il y avait à l'époque un tableau, je ne sais pas. Je dis ça, mais je dois sûrement m'égarer. D'ailleurs, c'est la même chose de l'autre côté. Et maintenant, nous allons tâcher de monter à l'étage et on va essayer de vous montrer un peu plus près donc ce magnifique décor. C'est parti. Alors, nous venons de monter à l'instant à l'étage et l'étage est tout bonnement intact. Alors là, on les voit vraiment de façon parfaite. Ces peintures. Alors, elles sont d'époque, mais dans quelle époque? J'imagine que c'est, je sais pas, ça, je pense que c'est début du XXe siècle, ça n'a pas l'air si vieux que ça. Et on voit ici, au milieu, alors je vais vous montrer avec le bout de moi, il y avait certainement avant ici un magnifique lustre qui devait éclairer toutes les soirées. Tu peux filmer en main. Voilà, toutes les soirées, toutes les réceptions qu'il y avait à l'époque. Mais vraiment, j'ai fait des urbex précédemment où des lieux respiraient un petit peu l'angoisse. Et je sens une atmosphère plutôt apaisée ici. Voilà, c'est peut-être les lieux qui sont entretenus qui font que, mais c'est vraiment un lieu agréable à découvrir et à vous faire partager. Alors plus on pense qu'on est arrivé au sommet du château, plus il y a encore d'étages. Il y a cette volonté de tout préserver, puisque hormis ici, toutes les fenêtres sont fermées. On ne va pas s'attarder ici, parce que comme vous voyez, c'est vraiment dans un état critique. Je vais t'inviter à filmer pour la magnifique vue qu'il y a dehors quand même. Voyons, on continue à découvrir les pièces. Alors ça paraît tel un perchoir, je sais pas trop. C'est assez bizarre. Ouais, tu peux venir, c'est solide. Et donc là encore, ce lieu, une petite pièce. Et donc encore la fameuse vue, qui est vraiment somptueuse. Alors il y a vraiment un dédale de pièces assez impressionnant. On a l'impression qu'on pourrait se perdre à l'intérieur. Là on peut constater la tapisserie d'époque. Je pense que même Claude François et Mike Brandt, ils auraient remis cette tapisserie, parce qu'elle est encore plus vieille. Et là, des fourneaux, pareil. Des vieilles, à l'ancienne. Oh, une chauve-souris qui vient de passer, tu l'as vu? Oh purée, il va nous arriver malheur. On a réveillé une chauve-souris, bon, s'il y en a qu'une, ça va. Et par contre là, de dehors, tu peux filmer justement les gargouilles. Tu vas voir? Tu vois quoi? Ouais. Un petit zoom dessus si tu peux. Il y en a une autre plus proche à ta droite. J'ai vu. Donc voilà, et comme vous pouvez le constater, on peut encore continuer. Donc continue à filmer, on va continuer la route. En espérant ne pas tomber sur d'autres chauves-souris. Alors là, vraiment, on va être très prudent encore une fois, parce que plus on s'aventure et plus la toiture, là, le mur, il est complètement en train de tomber. On voit le jour qui passe à travers. Donc on va pas s'aventurer trop loin non plus. Les tuiles là qui sont en train de tomber aussi. Donc on va rester quand même prudent
Et on va descendre. Regardez ces escaliers d'époque. On va commencer à les descendre. Et on se retrouve un peu plus tard. Et on vient de voir, là tu l'as pas vu toi, mais la chauve-souris qui vient de retourner. On peut clôturer ce passage comme ça maintenant. Alors là on est dans les souterrains du château, j'ai envie de dire. Et là c'est mon esprit cinématographique qui parle. Mais on dirait que c'était un passage secret pour échapper à l'ennemi ou à l'envahisseur. On va vous le montrer. La caméra va descendre doucement. Et après vous allez voir, il y a un petit passage souterrain qui donne à la sortie du château carrément. Et la lumière est au bout du couloir, comme dirait l'autre. Voilà le fameux passage. Alors là donc c'est l'entrée du passage souterrain qu'on vient de vous montrer. Et là je me tourne. Je suis tombé devant un puits, mais la profondeur, elle est immense. Il doit y avoir bien une quinzaine de mètres. Alors je vais jeter mon chewing-gum pour voir. On va essayer d'entendre le plop. Voilà, non j'exagère, allez, il doit y avoir 6-7 mètres de profondeur. Donc on voit qu'il y a encore pas mal d'eau à l'intérieur. Et là, ici, la manivelle qui permettait de descendre les seaux pour remonter l'eau du puits. On est encore dans une des multiples annexes de ce château. Et donc là encore c'est magnifique. C'est abîmé mais ça garde son sel d'époque. On sent comment ça se passait. Et donc là, on rentre dans cet endroit magnifique et coloré. Et on voit les fûts léchés. Voilà. C'est vraiment un bel endroit. On entend, je sais pas si vous les entendez à la caméra, on entend les petits oiseaux qui chantent, qui ont pris possession des lieux. Et on va faire super attention là aussi, parce qu'il y a de la toiture en bon état, il y a de la toiture qui a disparu, donc on pourrait se prendre un morceau sur la tête. Alors si c'est le caméraman, c'est pas grave, mais moi, je peux plus vous raconter l'histoire. Et là, vous voyez, il y a des marques. Alors à quoi elles correspondent précisément, je ne sais pas. Est-ce que c'était là aussi l'emplacement de petits chiots pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne sais pas. Peut-être l'emplacement des tonneaux, des petits tonneaux, je ne sais pas. Ouais, je sais pas si vous pouvez savoir, si ceux qui regardent la vidéo peuvent nous aider. On prendra votre avis avec plaisir. Donc on continue notre progression dans ces lieux. Ouais, on voit effectivement les tonneaux un petit peu plus petits, donc ce dont j'ai parlé à l'instant. Mais vraiment, c'est dommage que ce lieu soit pas réhabilité. Ne serait-ce que pour en faire un musée. Et toujours pareil pour connaître l'histoire du lieu. Je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo sur ce lieu. Parce que j'ai eu quelques informations bien entendu sur internet. Et je peux vous dire notamment qu'il y a eu, je crois si je ne me trompe pas, qu'il y a un film de Jean-Pierre Mocky qui a été tourné dans ces lieux. Voilà, un lieu qui était apparemment très prisé encore de la haute société dans les années 60-70. Voilà, encore pas mal de restes. Il y avait un petit évier là complètement défoncé. Et on va couper la caméra et on se retrouve après là-bas s'il y a des choses intéressantes. Alors là aussi forcément pour garder au frais, on voit le mur comme ils sont. C'est des murs de pierre, et effectivement dès qu'on est rentré dans ce local, on a senti là aussi une fraîcheur beaucoup plus importante. Et la preuve qu'on n'est pas les premiers à visiter ces lieux. Tous les grands tonneaux ont été marqués par de nombreux urbexeurs qui sont venus ici. Donc on voit pas mal de dates là, en 2018, 2019.
Et on peut continuer. La liste est encore longue là, et tous ces tonneaux sont magnifiques. Alors je sais pas s'il y a des connaisseurs, mais ça doit valoir son pesant d'argent quand même tout ça. Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont assez anciens, plutôt costauds. Donc pour les collectionneurs ou dans les musées, ça doit être important. Et on voit que ça va jusqu'au bout et j'imagine qu'à la caméra on me voit de moins en moins, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc je vais revenir. Et voilà, donc il y a encore... Ah là, il y a des tout petits tonneaux. Alors après les fameuses cuves à vin qu'on vient de voir avec les immenses tonneaux, on arrive dans un endroit un peu, j'ai envie de dire un peu particulier. Alors de mon œil de personne non avertie dans la fabrication de vin, au début de façon assez stupide, je me suis cru dans un corridor de corrida. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Pour payer les places, tout ça, et je me suis dit on va arriver sur la piste, on va voir les taureaux. Et bien sûr non, bien entendu il n'en est pas question. Et donc là on peut voir ce gros bidon, un bidon de Procol, clarifiant pour tout vin, produit œnologique antiparasitaire engrais. Voilà, donc on continue. Les lumières, du matos d'époque, les bottes. Et là, comme l'a suggéré mon collègue précédemment avant qu'on filme, certainement un four ici. Je sais pas, c'est assez étrange. En tout cas, ça... Ouais, c'est assez haut. Et on n'y a pas pensé tout à l'heure. Mais regarde par ici. Je pense qu'il y avait des... ça, c'était des rails. Donc on devait charger pas mal de matériel qui devait, je sais pas s'il devait partir là-bas, s'il devait revenir là, j'en sais rien. Et pas mal de... Oh, ça pèse énormément, un gros boulon là. Il y a pas mal de trucs. Et on va arriver un petit peu là-bas. Bon, là, on voit que là c'est complètement défoncé, il n'y a plus rien. Donc on va revenir certainement sur nos pas, à moins qu'on puisse sortir par là. On va continuer à progresser. Alors ça c'est les tiges, j'imagine, pour faire circuler le vin, les tuyaux, qui sont là aussi assez lourdes. Et toujours pareil là aussi, les endroits. Ouais, ça sent, même là ça sent le vin encore. On sent le... Je sais pas si tu sens toi un peu légèrement, tu sens pas? Ça sent un petit peu le vin. Alors le temps a fait son effet avec les toiles d'araignée bien sûr. Les extincteurs sont pas de première jeunesse là aussi. Et toujours ces fameux numéros qu'on a découverts il y a quelques minutes maintenant. Et là maintenant on en est au 430. Bon, je pense qu'on peut arrêter de filmer là pour celui présent. Alors là, nous sommes présents dans le corps de ferme et on voit que clairement le projet de ce spa a été stoppé subitement, puisqu'on le voit. Tout ça, tout le long, c'est du matériel, j'imagine, qui a été stocké ou qui a été abandonné là parce que le projet n'a pas pu être mené à bien. Et on entend ce bruit magnifique encore, les cigales. C'est un régal, c'est super agréable. Et là aussi c'est assez particulier parce qu'il y a une route derrière et j'étais obligé de m'interrompre une fois ou deux parce que justement il y a pas mal de circulation. Donc où vont les gens, j'en sais rien, parce que les routes sont assez étroites. Hein. Et ce qui m'interpelle là aussi, c'est que comme vous avez vu dans le début de la vidéo, où on monte une petite route, hein, avant de filmer, il y a l'entrée du domaine. Mais là par contre ça paraît vraiment VIP, il semble qu'il est tout en ordre. Donc est-ce que
il y a une partie du domaine, spa, tout ça, je sais pas quoi, qui a été créée au début, maison d'hôtes notamment, et qui ensuite n'a pas pu être menée à bout, menée à terme. J'en sais pas plus maintenant, je vais pas aller m'aventurer là-bas parce qu'on a déjà pas mal de filmé pas mal de choses et j'ai pas envie de faire non plus une vidéo trop longue et trop lourde. Voilà. Alors vu que la vidéo est presque terminée, je vais vous faire l'historique de ce lieu, donc je vais pas tricher, j'ai tout sur le téléphone et je vais vous le lire tout de suite. Édité entre le deuxième quart du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe, le château de Bip est avant la Révolution la propriété du comte de Polastron qui le tient de sa mère Yolande de Miremont et le vend en 1770 au prince de Conti. Ces derniers le cèdent à Jean-Maurice de Faventines de Fontenille, fermier général originaire du Vigan dans le Gard. Le château entre ensuite par mariage de Marie-Clémence de Faventines-Montredon avec Henri-André Daudet, chevalier puis vicomte d'Alzon, dans la famille Daudet-d'Alzon. Cette dernière possédait également l'hôtel de la Condamine au Vigan en Cévennes. Et patati et patata, et patati et patata. En 1987, une société japonaise, pour le compte du milliardaire Hideki Yokoi, rachète le château de sans y effectuer d'entretien. Le domaine fait l'objet depuis 2006 d'un projet immobilier spéculatif comprenant 650 maisons de tourisme. On vous en a parlé notamment avec le spa. En 2008, une conférence de presse est organisée avec le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, donc l'ancien maire de Montpellier. Le préfet de région Cyril Schott est l'un des propriétaires Barry Cox, parmi les 4 frères fondateurs des célèbres Hard Rock Café. En octobre 2010, les travaux n'ont toutefois pas commencé. En 2014, le promoteur France Pierre est muet de sa promesse de redonner vie au domaine. En 2017, la mise en examen et l'incarcération provisoire du richissime président de France Pierre, Antonio de Souza, qui a fait fortune à l'immobilier, est accusé de complicité, d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence. L'année suivante, sous la relance du préfet de l'Hérault, Pierre Pouessel, un projet redimensionné est proposé avec 360 villas. En 2019, le PDG de France Pierre se rend sur les lieux afin d'évaluer la situation et faire remettre en état les villas et appartements témoins délaissés. Une entreprise de travaux publics est diligentée pour effectuer le terrassement et le débroussaillage. Le cabinet d'architectes Cadence est missionné pour un projet de réhabilitation du domaine en hôtel 5 étoiles, country club avec terrain de golf 18 trous, centre de conférence et la construction de 633 maisons et villas d'exception. Les ventes sont effectuées en vente plan ou VFA. Mais bon, en attendant, depuis, comme vous avez pu le constater, rien ne s'est passé. Et je reviens à ce que je disais précédemment. En 1986 et 1987, le réalisateur Jean-Pierre Mocky tourne le film Les Saisons du plaisir. Et au 14e cérémonie des Césars en 1989, la comédie est nommée au César de la meilleure affiche. Voilà. Donc je pense qu'on a été plus que complet sur ce lieu qui est quand même chargé d'histoire. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions là aussi, ou si vous avez des connaissances sur ce lieu qui est vraiment gigantesque, n'hésitez pas à nous les apporter. Et sinon j'espère vous avoir fait découvrir ce nouveau lieu avec plaisir. Et pour terminer, voilà, Charles Ingalls a fait son travail, il a fait les chants. Et donc Caroline Ingalls va se faire un plaisir de lui servir à boire, de lui faire un bon petit repas. Et ensuite, nous entendrons notre fameux Charles Ingalls se mettre en position avec son fameux violon et nous jouer un morceau qui nous réjouira toutes et tous. Sur ce, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.